Cette semaine, Méditerranéo vous conduit pour commencer en Slovénie pour une découverte de la vallée de la Socha. Nous irons à Crémone et en Italie, c'est la ville des grands luthiers italiens de l'histoire. En mer, le tourisme se décline aussi à travers l'observation des baleines et des dauphins. Enfin, pour la séquence mémoire, retour sur le séjour à Marseille d'un photographe qui sillonne le monde, Reza. C'est une des plus belles régions de Slovénie, avec ses forêts et ses rivières aux couleurs qui en font une destination touristique. La vallée de la Socha attire des amoureux de la nature du monde entier. Derrière les paysages de rêve, une histoire et un patrimoine insoupçonnés. C'est un petit paradis préservé, une de ces adresses que l'on garde jalousement entre connaisseurs. Je suis de Toronto, au Canada. Moi de Londres. San Francisco. Du monde entier, les amateurs de sport en plein air affluent ici. Ce groupe a opté pour une virée en rafting. Et à partir de maintenant, il va falloir ramer rapidement. Dans la vallée de la Socha, à l'ouest de la Slovénie, ils s'adonnent à leur passion dans un cadre à la beauté qui semble irréel. Des sensations fortes, puis un moment de détente bien mérité. La température de l'eau n'excède pas les 10 degrés, mais qu'importe. C'était génial, tellement beau. Et puis moins effrayant que ce que j'avais pu imaginer. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. J'ai beaucoup voyagé et je trouve que cet endroit est unique. Tout ce vert autour de nous et ce contraste avec cette eau si bleue, c'était splendide. La beauté des lieux a tout d'une évidence. Mais pour Eric le moniteur, d'autres raisons expliquent cet afflux de touristes étrangers. Depuis des années, il y a tellement de problèmes un peu partout, du terrorisme par exemple. Je pense que c'est aussi pour cela que les touristes apprécient la Slovénie. On est un petit pays qui n'a pas ce genre de problème. Mais ne vous fiez pas à ces rivages enjôleurs. La vallée de la Socha n'a pas été de tout temps aussi paisible. Là où coule une eau si pure, du sang s'est aussi longtemps déversé. Iakafili est historien. Passionné par la Première Guerre mondiale, il nous emmène découvrir un pan méconnu de l'histoire de sa région. On va voir les positions de l'armée italienne pendant la bataille de Kobarid, la plus grande bataille qui a eu lieu dans le coin. Il s'agit en fait d'une succession de batailles, 12 en tout, qui s'étire de 1915 à 1917. D'un côté les Italiens, de l'autre l'armée austro-hongroise. L'actuelle Slovénie est alors sous domination de l'Autriche-Hongrie, qui tente d'endiguer la poussée italienne. Les Italiens étaient positionnés ici, les Austro-Hongrois en face, au niveau de l'église là-bas. La ligne de front, elle, passait le long de cette vallée. Ce front était crucial parce que les Austro-Hongrois avaient besoin de bloquer les Italiens. Si les Italiens passaient, ils auraient pu ensuite continuer jusqu'à Vienne ou Budapest et l'empire austro-hongrois aurait alors complètement disparu. Dans ces montagnes aussi abruptes que hautes, tout un réseau de tranchées avait été aménagé. Ici, des centaines de milliers d'hommes sont morts, ont été blessés, mutilés ou gazés. Il faut affronter ces images d'archives slovènes pour comprendre toute l'horreur qu'a symbolisé cette série de batailles, étalée sur 2 ans. Pendant l'hiver, les conditions étaient dures. Il pouvait y avoir 10 mètres de neige et il pouvait faire jusqu'à moins 30 degrés. Les soldats vivaient dans la neige en fait. Et l'été, il pouvait faire très chaud.
Parfois, ils disposaient uniquement d'1 litre d'eau par semaine. Les batailles de Kobarid ont inspiré un certain Ernest Hemingway. À l'époque, le jeune homme est volontaire au sein de la Croix-Rouge. Blessé, il y écrira un de ses romans à succès, L'adieu aux armes, qui s'inspire de ses combats fratricides. La légende veut qu'il ait été soigné dans la région, dans cet ancien hôpital. Depuis, un siècle a passé, et les Slovènes écrivent une nouvelle page de leur histoire, plus pacifique. Sous l'impulsion d'Anna Roche, les lieux sont devenus un restaurant, et pas n'importe lequel. Ce jour-là, elle est en pleine interview avec des journalistes brésiliens, elle, qui vient d'être couronnée meilleure femme chef au monde. Tu devrais mettre ces poissons au frais et les sortir un par un. C'est un poisson qui supporte assez mal la chaleur. Avec ses produits issus du terroir slovène et forte de sa distinction internationale, elle attire désormais des gourmets venus du monde entier. On fait environ 70-80 personnes chaque nuit. Et il y a combien d'attentes à peu près pour dîner chez vous? De 2 à 3 mois. Désormais ambassadrice de la gastronomie slovène, Anna Roche est fière de représenter la vallée de la Socha. Une invitation au voyage culinaire, mais surtout une raison supplémentaire de succomber à cette région envoûtante. C'est le berceau de la lutherie moderne. En Lombardie, sur les rives du Pô, la ville de Crémone compte un luthier pour 440 habitants. C'est Andrea Amati qui a défini les bases de cette activité, suivi par Guarneri et Stradivari. Le savoir-faire traditionnel du violon à Crémone a été déclaré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2012. Toujours le même plaisir de travailler le bois, de créer quelque chose qui sera unique au monde et qui me rendra célèbre dans 200-300 ans. Tout ici se fait à la main, de la manière la plus traditionnelle. C'est comme des fois assez physique comme travail. À la gouge, puis au rabot et au racloir, Philippe Devano sculpte dans une pièce d'épicéa les épaisseurs, la voûte de la table, la partie avant du violon. Il va patiemment en réduire l'épaisseur de 17 mm à 3,5. Un petit peu plus fin, ok. Et donc on peut évaluer les épaisseurs, la souplesse du bois, et puis surtout on va écouter. C'est un métier d'art, donc il faut que ce soit un travail précis, qui ait du caractère, de la personnalité, et puis il faut que ça sonne bien. Philippe Devano exerce à Crémone depuis son apprentissage. Je suis arrivé dans la lutherie parce que je jouais du violon. Et j'aimais donc la musique, j'aimais le violon, j'aimais bien travailler le bois. Vraiment par hasard, j'ai rencontré un luthier à Paris qui était en fait un luthier qui travaillait à Crémone. Et c'est lui qui m'a dit, viens à Crémone, je vais t'apprendre mon métier. Je ne me suis pas fait répéter 2 fois. J'ai demandé à mes parents s'ils étaient d'accord, et puis je suis parti, quoi. Et puis je suis pas revenu. Ça fait 35 ans que je suis ici maintenant. Car dans le monde de la lutherie, Crémone est la capitale. Violon, alto et violoncelle sont omniprésents dans la ville des Amati, Guarneri et bien sûr Stradivari. C'est une ville qui est dédiée à 100% à la lutherie, par voie de sa tradition qui remonte à l'époque de la Renaissance. Beaucoup de jeunes viennent apprendre ici et beaucoup s'y installent pour produire des violons d'une manière traditionnelle. Et donc c'est vraiment une ville très importante et qui compte 164 luthiers. 164 héritiers des grands maîtres de la Renaissance, dont certaines œuvres sont regroupées ici, dans un superbe écrin,
la salle des trésors du musée du violon de Crémone. Ils ont été construits il y a tellement de temps et ils fonctionnent encore bien. Ils sont actuellement entiers, sains. C'est une satisfaction, une émotion. Celui-ci est un Stradivarius qui a la particularité d'être décoré sur ses côtés, mais aussi sur le filet. Parmi les trésors, ce Stradivarius, commandé par un aristocrate anglais. Les clients étaient les nobles, c'étaient les puissants, c'étaient les riches. Ils engageaient les meilleurs instrumentistes, faisaient écrire les compositions aux meilleurs musiciens et voulaient les meilleurs instruments. Le musée possède aussi les moules et gabarits originaux et les outils de l'atelier d'Antonio Stradivari. Il va falloir ouvrir ce bout de bois en deux. On va faire un joint parfait, collé bord à bord, simplement. Près de 4 siècles plus tard, les outils et les techniques sont toujours les mêmes. Très beau d'ailleurs aussi, hein, vous voyez. Donc là, vous avez seulement 2 pièces de bois qui sont collées ensemble. Vous avez là les chevilles en ébène, le cordier, la montonnière, et puis donc les cordes de l'instrument. Et voilà. 2 mois de travail pour faire un violon. Combien de temps? Philippe de Vanneau reçoit régulièrement des visiteurs dans son atelier. C'était exaltant, c'est un beau voyage dans le monde de la musique, de la perfection et du raffinement. Ce soir-là, l'auditorium du musée du violon accueille le Tout Crémone pour la représentation d'un spectacle fédérateur autour de l'Orphée de Monteverdi, le compositeur né à Crémone, une ville décidément baignée par les notes de musique. Déjà tout petits, les enfants sont éduqués à la musique parce que c'est très important. Ces enfants font partie de l'orchestre des jeunes de Cremona Musica. Ils sont très bons et donc ils prennent part à cette soirée dans un orchestre qui comprend aussi des musiciens professionnels. Professionnels ou amateurs, tous les musiciens sont crémonais. Un très bel hommage à Monteverdi, l'inventeur de l'opéra, pour le 450e anniversaire de sa naissance. C'est une soirée très particulière qui vient témoigner à quel point, il y a 4 siècles, Monteverdi a été un compositeur révolutionnaire et innovant. La musique et le violon sont les 2 piliers de Crémone et de la culture de cette ville. Parce que c'est dans cette ville qu'à la moitié du XVIe siècle, le violon moderne a été défini dans sa forme et n'a plus été modifié depuis. Aujourd'hui, les luthiers utilisent toujours les modèles des grands maîtres. Ce jour-là, le soliste Luca Fanfoni rend une visite amicale et musicale à Philippe de Vanneau. Chaque fois que j'entends un de mes violons, c'est toujours un plaisir et une émotion parce qu'on découvre vraiment la sonorité de l'instrument. Il en profite pour régler le violon. Avec ce petit réglage, on fait sortir une mélodie plus intéressante, plus belle, plus musicale, parce que certains ajustements du violon aident beaucoup son expressivité. Un bon luthier fait un bon violon, mais après il faut la mise au point. Et là, c'est le musicien qui intervient pour nous guider un petit peu suivant son oreille, suivant ses goûts. Je ne suis pas un de ces violonistes qui disent « Ah, seulement Stradivarius », non. J'aime beaucoup, au contraire, la lutherie moderne, parce que nous sommes en train de découvrir certains trésors qui naissent quotidiennement. Luca Fanfoni joue habituellement sur un violon ancien. Il a même interprété l'œuvre de Paganini sur l'instrument du maître. Plus un violon est joué, et mieux il sonnera.
La centaine de créations de Philippe Devanneau ont encore de beaux jours devant elles. La mer Méditerranée n'a pas échappé au développement du tourisme d'observation des baleines et des dauphins. De ce constat est née une certification de qualité dédiée exclusivement à cette activité. Elle s'inscrit dans une démarche de sensibilisation du grand public pour mieux connaître les mammifères marins. Allez, la baleine. Ah, ils sont Moi, je trouve ça sensationnel, je trouve que ça nous rend tout petits face à cette immensité de ces animaux, ces géants des mers. Je trouve ça magique. J'ai beaucoup d'émotions en fait. C'est vraiment une grande chance de voir ça. Avant d'apercevoir enfin le souffle de cette baleine, il en aura fallu de la patience. Et vous laissez les petits passer devant, s'il vous plaît. Des heures de bateau, mais qui n'auront pas servi à rien. À l'intérieur de l'embarcation, Thomas Roger. Il fait partie de l'association Découverte du Vivant. Chaque été, depuis 10 ans, lui et d'autres naturalistes proposent au grand public de découvrir les mammifères marins en Méditerranée. Cétacé, ça vient du grec kétos. Kétos, ça veut dire monstre. Imagine à l'époque, il y a plusieurs centaines d'années, quand les premiers marins ils voyaient ces géants de mer sur l'eau, ils les prenaient pour des monstres. Et ça a laissé le nom. C'est pour ça que les baleines et les dauphins appartiennent à l'ordre des cétacés. Et dans cet ordre, il y a plusieurs familles. Informer pour préserver, faire découvrir, pour sensibiliser à la faune marine. Pour toucher les gens, il faut d'abord leur montrer les choses, les animaux. Donc la première des choses, c'est de trouver les animaux. Après, une fois qu'ils ont vu les beautés qu'offrait la Méditerranée, on commence à partir de là une phase un petit peu d'explication, de pédagogie. On leur expliquer comment ils vivent. Et à la fin, on essaie d'amener la chose en disant voilà, ces animaux sont magnifiques, ils sont là. Si vous voulez qu'on les voit encore très longtemps, il faut les protéger. Donc on leur donne quelques consignes aussi pour bien les respecter et bien les protéger. En haut sur le toit du bateau, c'est la tente. Au fil de la journée, il y a quand même l'œil qui s'habitue à ce qu'on voit. Et dès qu'il y a quelque chose qui titille, le principe c'est ça, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Et voilà, c'est la chose qui va attirer l'œil. Je pense qu'il y a des ailerons à 3 heures, il va falloir prévenir le capitaine. Et voilà, on va voir ce qu'on va faire. Là, on vient de pénétrer dans le secteur de la plaine abyssale. Donc il y a plus de 2000 mètres de fond. Voilà. On voit l'aileron dans l'axe à 200 mètres. C'est de la magie. On est les traqueurs de baleines. Mais là, c'est pas pour leur faire de mal, c'est que pour le bien. Voilà. Pour le plaisir de la découverte. C'est parti, on va se rapprocher. Le bateau vient de pénétrer dans le sanctuaire Pélagos, un triangle compris entre le nord de Hyères, Gênes et la Sicile, une zone où les cétacés sont très présents. Là, on est en période estivale, donc on est en période d'alimentation. C'est-à-dire que le krill, donc, qui est la base alimentaire du rorqual, donc la baleine elle s'appelle le rorqual commun, ces crevettes, en fait, il y a des blooms planctoniques, il y a des explosions, des proliférations de plancton au printemps. Et du coup, il y a une abondance de nourriture à partir du printemps, c'est pour ça qu'elles reviennent ici. Et puis après, elles viennent se gaver toute la belle saison jusqu'au mois d'octobre, novembre, pour après redescendre dans le sud de la Méditerranée sur des zones d'hivernage. Dans ce sanctuaire, les dauphins sont aussi très nombreux. On en compte plus de 40 000, comme ce petit groupe qui vient de croiser le bateau, des dauphins bleus et blancs. Regardez, je suis là, qui arrive sur 10 heures. Vous allez avoir tout la coque. Et soudain, des grands dauphins. Vous avez de la chance. C'est un grand dauphin, c'est pas tous les jours qu'on le voit. Quelque part, j'aime bien le scénario. C'est-à-dire que les gens ont apprécié d'autant plus l'observation. Ça a été mérité. Pendant plusieurs heures, on n'a rien vu, donc le doute s'installe. On n'y croit peut-être plus à un moment donné. Et puis on a vu quelques dauphins et le souffle libérateur est arrivé. On était encore à 30 000 au large. On a eu une baleine. On a pu observer une baleine dans des très très bonnes
conditions, un bon moment. Et puis là, à nouveau, des dauphins sur le retour. Donc je pense que les gens sont ravis et la sortie est complète. Voilà, les dauphins sont juste derrière là. Voilà, des dauphins bleus et blancs, un petit groupe de... Waouh. Ouais, ils sont juste là. Une sortie en mer qui aura duré toute la journée, coût de la découverte 82 € et des souvenirs inoubliables. La séquence mémoire, le photographe d'origine iranienne Reza est notamment connu pour ses portraits du commandant Massoud. Arrêté, torturé et contraint à l'exil, il réside à Paris aujourd'hui, mais c'est à Marseille que nous l'avions rencontré. Cet homme a parcouru le monde entier, photographié les plus importants conflits, travaillé avec de célèbres magazines et reçu une multitude de prix. Pourtant, ce matin-là, en plein cœur du quartier Noailles, Reza s'émerveille et s'étonne de tout, prend le temps d'observer et d'écouter chaque histoire qu'on lui raconte. Marseille, ça fait 47 ans que je suis à Marseille. Ah bah c'est très bien. Comment vous appelez? Mohamed. Mohamed. Je suis algérien. D'où Algérie là? Je suis de Bonn, là-bas. S'il n'y a pas cette curiosité presque enfantine vis-à-vis du monde, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de leurs histoires, après il n'y a plus de raison pour moi de faire ce que je fais. Ça, j'ai pas pu résister. C'est vraiment le New York de l'Europe. Hein. C'est le Bronx à l'arabe. C'est le vrai mix de tous les pays méditerranéens que j'ai vus. C'est ici. Je retrouve des couleurs de Tunis, de Libye, de l'Algérie et de l'Europe aussi. Né en Iran en 1952, Reza fait sa première photo à 14 ans. Dénonçant l'oppression du régime du Shah, il connaîtra rapidement la prison, la torture et l'exil. Quand il quitte son pays en 1981, l'étudiant en architecture a depuis longtemps troqué ses crayons contre un appareil photo. Dès lors, il sera le témoin des conflits du monde entier, des révolutions, du désarroi des hommes, mais aussi de leur culture et de leurs traditions. Le vrai secret, c'est que je m'intéresse avant tout personnellement à toutes ces histoires que je vais raconter. Donc ça devient des histoires qui est tellement importantes pour moi, où j'ai envie de connaître la personne, j'ai envie de connaître son histoire, j'ai envie de vraiment le plus profond possible d'avoir une connaissance de ça. À partir du moment où vous-même vous êtes imprégné, eh ben, ça devient plus facile, je dirais, de soumettre ça aux autres ou expliquer ça aux autres. Voyageur insatiable, Reza est particulièrement lié à l'Afghanistan. Il découvre le pays en 1983 pendant la guerre contre l'URSS. Dans un pays meurtri, il tisse une solide amitié avec le chef des Afghans, le commandant Massoud. Une des photos qui est certainement marquée, c'est le portrait de Massoud que j'ai fait en 1985 et que c'est devenu le portrait de Massoud aussi bien en Afghanistan qu'ailleurs. Et c'était aussi une forme de lien fort que j'avais avec Massoud et qui montre dans cette image. J'ai la même curiosité et la même joie exactement quand je fais une photo que j'ai eu à l'âge de 14 ans quand j'ai fait ma première photo. Jusqu'à ce que je pourrais marcher
Et grimper les montagnes, je le ferai. Le moment où je ne pourrai pas, certainement je trouverai un autre moyen de photographier, même si je ne pourrai pas marcher. Mais en tout cas, créer, c'est quelque chose qui garde le cœur jeune, vivant, et ça donne envie de continuer. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.